Alors, pour nous en parler, nous avons avec nous ce matin Dr François Desbiens, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et vice-président aux affaires scientifiques à l'INSPQ, Bonjour. Dr Michel Roger, microbiologiste en chef au LSPQ, et Madame Sandrine Moreira, conseillère scientifique spécialisée projet génomique COVID-19. Alors, bonjour à vous trois. Juste avant de commencer, je vais passer quelques messages d'intérêt. D'abord, le briefage technique durera 1 heure, donc environ 15 minutes de présentation magistrale, suivie de la période des questions. Tous les micros seront en sourdine pour l'auditoire. Si vous éprouvez des problèmes techniques, veuillez nous le signaler dans la fenêtre chat, pas dans le module Q&A, vraiment dans la fenêtre chat. Et quelqu'un pourra vous assister avec ça et vous aider à résoudre le problème. Puis finalement, le lien de la présentation sera déposé dans la fenêtre chat, ce qui vous permettra de suivre en même temps. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au docteur François Desbiens. Oui, bonjour. L'Institut national de santé publique et ses partenaires lancent un programme pour améliorer la surveillance des variants de la COVID-19 grâce à un suivi complet du SRAS-CoV-2. L'objectif est de repérer rapidement les mutations génétiques du virus. Dirigé par le Laboratoire de santé publique du Québec de l'Institut, conjointement avec les fonds de recherche du Québec et Génome Québec, le programme de surveillance des variants vise à séquencer 65 000 échantillons positifs au SRAS-CoV-2 d'ici la fin de l'année 2021. Le Centre de génomique de McGill, le Laboratoire national de microbiologie et plusieurs chercheurs et chercheuses collaborent au projet. Avec un budget totalisant 11,1 millions, le programme est soutenu financièrement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à hauteur de 6,3 millions, auxquels s'ajoutent 2,5 millions des fonds de recherche du Québec pour soutenir les études, qui visent à caractériser les impacts des mutations du virus, de même que de 2,3 millions de Génome Canada par l'entremise de son réseau canadien de génomique COVID-19 pour le séquençage et l'identification des variants. Je laisserai la parole au Dr Michel Roger, microbiologiste en chef au Laboratoire de santé publique du Québec pour la poursuite de la présentation. Merci François. Je vais vous afficher une présentation. Oh, pardon. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vous amène donc dans la présentation sur le programme de surveillance qu'on met en place présentement au SPQ et à l'Institut. Alors, premièrement, je vais vous rappeler que on a débuté à faire des analyses génomiques là, en avril dernier avec une subvention de Génome Canada. Grâce à cela, on a mis en place une biobanque des échantillons positifs. Présentement, on a 120 000 échantillons positifs de patients qui ont été biobanqués à Chicoutimi, à la biobanque de Génome Québec. Et on prévoit de banquer tous les échantillons de tous les patients positifs. Alors, c'est la plus grosse banque d'échantillons de patients COVID positifs qui existe au Canada et possiblement même en Amérique. Jusqu'à présent, on a séquencé 7 000 échantillons sur 250 000 patients positifs, ce qui correspond à peu près à 3 % des échantillons séquencés. Alors, le but du projet qu'on avait, c'était de suivre les trajectoires d'introduction et de transmission du virus, d'aider à l'investigation des éclosions, confirmer les cas suspects de réinfection et évidemment de suivre les variants. Donc, juste pour vous rappeler qu'on suit les variants depuis le début avril. Qu'est-ce qu'un variant d'intérêt? Alors, je dois vous informer que le virus comme tel, lorsqu'il se multiplie, lorsqu'il se réplique, il peut faire des erreurs. Alors, des erreurs d'introduction et ça va amener des variations de nucléotides, donc des mutations au niveau de son génome. Et en général, on peut voir apparaître une mutation par 10 à 15 jours. Donc, les virus qui circulent au Québec ne sont pas tous identiques. Il y a donc déjà des variants qui sont existants au Québec, mais présentement, les variants émergents du Québec, il n'y a rien qui nous font penser que c'est des variants qui ont un changement de comportement important.
Alors, qu'est-ce qu'un variant d'intérêt, justement, comme on l'a trouvé en Angleterre? C'est des virus qui possèdent un nombre anormalement élevé de mutations dans les gènes qui codent pour des protéines importantes, comme par exemple au niveau de la protéine de la spicule. La spicule, c'est une protéine à la surface du virus qui rentre en contact avec le récepteur cellulaire pour permettre au virus de rentrer à l'intérieur de la cellule. Alors, et aussi, cette spicule-là est exposée à l'extérieur, donc est en relation directe avec les anticorps dirigés contre le virus pour pouvoir tuer le virus comme tel. Donc, il y a un nombre élevé de mutations dans cet endroit-là, peut amener des fonctions différentes au niveau du virus, et ces mutations-là pourraient affecter la transmission, donc augmenter la transmission comme on voit en Angleterre. Ça peut affecter aussi la virulence, l'efficacité d'un traitement ou d'un vaccin. Donc, vraiment, un vaccin d'intérêt, c'est pas un vaccin, mais un variant d'intérêt, c'est un variant qui a beaucoup de mutations, et ces mutations-là affectent le comportement du virus. Comment on peut identifier un variant rapidement? Bien, ici, je vous présente un arbre phylogénétique avec une multitude de séquences de patients différents. Chaque point correspond à une séquence. Et on les compare ensemble au niveau identité. Et plus que les séquences sont proches, sont identiques, plus qu'ils vont être près sur la même branche dans l'arbre. Okay? Donc, ici, vous avez une multitude de différents virus avec des regroupements de virus qui sont près en un entre l'autre. Je veux vous amener ici où on voit le nombre de mutations. Quand on est au centre du cercle, on a 0 mutation, et plus qu'on s'éloigne vers l'extérieur, plus le nombre de mutations augmente au niveau du virus. Alors, vous voyez ici voir apparaître une branche qui se détache, une autre ici, et justement ici, c'était un virus de la variante d'Angleterre. On voit très bien que c'est une branche qui se détache, et en plus, elle est très, très longue, parce qu'on a beaucoup de mutations. Donc, vous voyez que c'est assez facile à repérer. Alors, quel est le programme de surveillance qu'on met en place actuellement pour surveiller les variants? Il va se décliner en 4 étapes. Première étape, on augmente la capacité de séquençage. On passe de 3% à 10% des échantillons positifs qu'on va séquencer. Ce qui correspond à 65 000 nouveaux échantillons qu'on va séquencer en 2021. On va faire, bien sûr, du séquençage aléatoire, c'est-à-dire de toutes les provinces, de toutes les régions, pas toutes les provinces, mais toutes les régions du Québec. On va s'assurer qu'on couvre les différentes régions pour voir s'il n'y a pas des variants qui arrivent d'une région à l'autre. Et aussi, pour augmenter les chances de trouver des variants, on va cibler certaines populations à risque de posséder des variants, comme par exemple dans des éclosions, où on a des cas de supertransmission. Lorsqu'on a des diagnostics discordants, alors, ça va arriver, comme par exemple en Angleterre, c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur variant. Ils utilisent un test et le test va il va amplifier 3 cibles du virus. Ils sont aperçus qu'une des 3 cibles n'amplifiait pas. Alors, ils ont séquencé le virus et ils ont vu qu'il y avait plein de mutations, dont une affectait l'amplification d'une des cibles. Alors, nous, quand on aura ces problèmes-là, on va également séquencer pour s'assurer qu'on ne trouve pas un variant. Les voyageurs qui reviennent de destination hors Canada, les suspicions de réinfection, les infections post-vaccination qui pourraient arriver, et également aussi des cas de maladies graves chez des jeunes, par exemple, qui n'ont pas de facteur de risque. Alors, on pourrait suspecter qu'ils ont été infectés par un virus plus virulent. Troisième étape, lorsqu'on aura identifié par nos séquençages un virus qui a plusieurs mutations, on va faire des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on fait des études d'association entre la présence du variant et différents critères épidémiologiques dans les bases de données que nous avons de la santé publique qui ont été récoltées par des enquêtes faites par la santé publique. Alors, si on s'aperçoit, par exemple, qu'on voit une augmentation du pourcentage d'une mutation ou d'un variant qui augmente dans le temps rapidement, bien, on va se dire possiblement que c'est associé avec une transmission accrue. Si on voit, par exemple, que telle mutation ou tel variant est associé plus avec des cas sévères, on pourrait dire, ben oui, elle est peut-être associée avec une virulence augmentée. Est-ce que c'est associé avec des échecs vaccinaux, avec des réinfections? Donc, nos études épidémiologiques vont permettre de caractériser ça.
Et ce qui est tout à fait innovateur dans notre programme, qui est différent d'ailleurs, c'est qu'on ajoute une quatrième étape pour faire des études fonctionnelles en collaboration avec des chercheurs du réseau et le Fonds de recherche du Québec en santé, où on va caractériser vraiment dans les laboratoires l'impact de ces variants-là sur la capacité du virus à se répliquer. Est-ce qu'il se multiplie plus rapidement? C'est quoi l'affinité du virus par rapport à son récepteur cellulaire? Est-ce qu'il y a une meilleure affinité qui fait qu'il pénètre mieux dans la cellule pour transmettre? On pourra regarder ça aussi dans les modèles animaux, ça se transmet mieux. On peut regarder aussi l'échappement immunitaire. Est-ce que le virus échappe à la réponse immunitaire parce qu'il se protège des anticorps? Est-ce qu'il affecte la performance des tests diagnostiques qu'on utilise? Alors, quelles sont les retombées potentielles pour le programme qu'on va mettre en place? Bien, ça va amener des recommandations de santé publique qui sont adaptées aux variants en circulation pour une meilleure gestion de la pandémie dans les situations que je vous présente entre parenthèses. Il y a aussi, ça pourrait nous amener à anticiper des demandes accrues auprès du réseau de la santé pour les hospitalisations, par exemple, ou les traitements, dans le cas où on a un variant qui est plus sévère. Alors là, ça nous va permettre de mieux planifier le réseau de santé. Ça va nous permettre aussi de faire une vigie sur la performance des tests diagnostiques, autant les tests PCR, les TAN, autant les tests sérologiques, parce que ça peut modifier l'impact de la performance de ces tests-là lorsqu'on a des mutations et évidemment impacter sur le fait de pouvoir diagnostiquer les patients. Donc, c'est important de suivre ça. Et enfin, bien, ça va nous permettre de faire un alignement plus fin de la stratégie de vaccination en fonction des variants lorsqu'ils échappent à la réponse immunitaire. Puis évidemment, si on trouve des variants qui font ça, on va viser les compagnies qui font les vaccins pour leur dire, faites attention, votre vaccin, il commence à avoir une dérive antigénique, les virus commencent à échapper à votre vaccin, évidemment, pour qu'ils puissent le modifier. Alors, je vais m'arrêter là et on va prendre vos questions. Alors, merci, Dr. Roger. On va effectivement passer à la période de questions. Juste avant de commencer, je vais vous donner les consignes sur le déroulement de cette période-là. On va commencer par accepter une question par journaliste. S'il y a assez de temps, on fera un deuxième tour. Pour signaler votre intérêt à poser une question, je vous invite à cliquer sur l'icône de la main levée qui se trouve dans l'encart blanc à droite de votre écran. Alors, il faut cliquer sur les 3 petits points qui sont dans cet encart-là et vous verrez l'icône à main levée. J'interpellerai chaque journaliste par son nom. Votre micro sera activé et vous devrez accepter la notification d'activation du micro pour que ça fonctionne. Alors, je vous demanderai de vous identifier par votre nom et celui de votre média. En plus, je vais vous demander aussi de vous en tenir aux questions qui sont directement en lien avec la présentation. Si vous avez des questions d'un autre ordre, vous pourrez communiquer, je vous invite à communiquer avec notre service de relations médias et nous tenterons de vous mettre en contact avec un expert qui pourra vous répondre. N'hésitez pas à poser des questions en anglais. Alors, je vais tout de suite passer à la période des questions. Alors, Louis Lacroix. Merci de vous identifier par votre nom et celui de votre média. Oui, bonjour, Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles. Je voulais juste vous mentionner d'abord que l'usage veut que les journalistes aient une question, une sous-question. Limité à une question, c'est un peu limitatif et ça empêche justement d'avoir des précisions sur les questions qu'on pose. Alors, l'usage, c'est une question, une sous-question minimalement. Allez-y avec votre question et puis après, on verra avec la sous-question. Allez-y. Ceci étant dit, on parle beaucoup du danger de l'arrivée de ces nouveaux variants, que ce soit celui de la Grande-Bretagne, celui de l'Afrique du Sud, du Brésil, etc. Est-ce que c'est une crainte importante chez vous en ce moment, l'arrivée de ce nouveau variant? On voit qu'en France, on est en train de préparer, entre autres, peut-être un 3e confinement parce qu'on craint une 3e vague amenée par ces nouveaux variants. Est-ce que c'est une crainte qui existe chez nous aussi? Bien sûr, on est à l'affût. On voit venir ça, on surveille ça. C'est pour ça que le programme est en place. Le programme pour essayer d'identifier rapidement
les variants d'Angleterre ou d'autres, mais aussi les variants qui pourraient émerger du Québec, parce qu'il faut se rendre compte que il peut y en avoir du Québec aussi qui peuvent arriver. Alors, c'est important, oui, qu'on surveille. Si on est inquiet, mais bien sûr que si on a un variant qui augmente la transmission de façon importante, puis fait une recrudescence des infections, c'est clair qu'il faut s'adapter, il faut être rapidement mettre des mesures en place. Et le but du programme, c'est vraiment d'identifier rapidement s'il y en a au Québec. Et s'il y en a, on rehausse nos activités de prévention, d'intervention en santé publique. Le traçage des cas, par exemple. On va rehausser le traçage des cas, des contacts pour les isoler. Alors, c'est sûr qu'il faut, on n'attend pas qu'ils nous arrivent et qu'ils soient là. On veut le traquer dès le début pour pouvoir le stopper. Mais ce serait illusoire de penser que ça va passer à côté du Québec. Là. Hier, M. Arruda nous parlait de, je pense, c'est 7 cas identifiés jusqu'à maintenant, corrigez-moi, là. Mais ce serait illusoire de penser que le Québec va échapper à ce qui frappe l'ensemble du monde, finalement. Là. Ben, c'est sûr qu'il y en a des variants UK, là, comme vous dites, là, on en a trouvé chez les patients au Québec. Il y en a possiblement d'autres qu'on va trouver, c'est clair. Pour l'instant, on a fait quand même une certaine surveillance là, récemment. On a allé chercher des spécimens au mois de novembre-décembre de voyageurs qu'on a sélectionnés. On peut prendre 800 échantillons qu'on a faits. Puis on n'a pas trouvé de variants étrangers, Angleterre, sud-africain ou autre. Là, on n'a pas trouvé de variants. On surveille, mais oui, il y en a, comme des cas, on est rendu à 8 aujourd'hui, là, de cas de variants UK trouvés au Québec. Il y en a, on a possiblement d'autres qu'on n'a pas encore trouvés, qu'on va trouver. Mais pour l'instant, on n'a pas d'indication là, que ça monte. Là. Les cas diminuent. Puis, comme je vous dis, on n'a pas d'indication, mais il faut être prudent. Si vous me demandez si je suis rassuré, je suis pas rassuré. C'est pour ça qu'on met en place un programme de surveillance. C'est pour ça qu'il y a un investissement du gouvernement pour augmenter notre capacité à surveiller les variants. Et ça va se faire ailleurs aussi dans d'autres provinces. Parfait, merci, Dr. Roger, merci, M. Lacroix, pour votre question. Alors, la prochaine question, Claudie Côté. Bonjour, Claudie Côté de TVA. Simplement, dans ma question, juste une précision. Là, vous surveillez depuis déjà un bon moment, là, ce que je comprends. Là, depuis l'an dernier, vous surveillez les variants, oui? OK, parfait. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on est inquiet de la possibilité d'un variant québécois? Est-ce que c'est une option qu'on a déjà vue dans les tests en ce moment? Ou les variants qu'on a, c'est simplement les variants qui nous arrivent d'ailleurs, comme le variant britannique? Okay. Comme j'ai dit tantôt, là, dans la présentation, les sources qui circulent au Québec ne sont pas tous pareilles. OK? On a des variations. C'est des variants, mais c'est pas des variants d'intérêt, c'est pas des variants qui ont des comportements particuliers. Et c'est des variations mineures et pas un grand nombre de mutations. Donc, des variants comme l'Angleterre, comme sud-africain, on n'en a pas. Ben, on a eu quelques cas d'Angleterre, mais on n'a pas les autres. Alors, on les surveille depuis le début. C'est sûr que notre capacité de séquençage avec le financement que nous avions antérieurement nous permettait seulement de faire 3%. Alors, on pense qu'en montant à 10% et aussi en ciblant des populations de patients à risque d'emporter des variants, on va augmenter vraiment nos chances de vraiment avoir une très bonne couverture pour les trouver s'il y en a. Mais présentement, là, on n'a pas de signe on n'a pas aucun signe dans nos données statistiques, dans nos analyses de séquençage qui montrent là, qu'il y a des variants qui sont au Québec, là, à part les quelques cas qu'on voit actuellement là, de UK. Je vais prendre ma sous-question, je vais faire comme mon collègue Louis Lacroix, merci Louis. En fait, ma sous-question concerne l'agilité des résultats. C'est-à-dire, à partir du moment là, où vous déterminez qu'il y a une population ou un variant là, qui est plus inquiétant, c'est quoi la séquence pour faire des recommandations à la santé publique et pour que ces recommandations-là soient appliquées? Est-ce qu'on est agile rapidement ou c'est long? Oui. Bon, le but, c'est d'agir rapidement. Alors, dès que par séquençage, on voit apparaître un virus avec plusieurs mutations, on va regarder où ils sont ces mutations. Est-ce qu'ils sont dans des gènes importants? Et dès qu'on a ça, on va rapidement donc
travailler avec les collègues là, pour faire des études d'association dans nos bases de données et aussi diffuser l'identification du nouveau variant à nos collègues de recherche. Donc, de façon en parallèle, on fait nos études d'association épidémiologique, on transfère les données aux collègues de recherche pour qu'eux commencent déjà à faire des analyses dans le laboratoire et aussi, de façon très importante, on avise la santé publique, on avise les autorités, voici, attention, on a un nouveau variant, on va le surveiller et là, on va essayer de on va sortir rapidement des données dans lesquelles on le retrouve au Québec. C'est quoi le pourcentage qu'on a? Dans quelle population de patients où il est? Dans quelle région il est? Et ainsi de suite. Rapidement, on va faire ça pour vraiment permettre à la santé publique d'agir rapidement. C'est ça le but. On veut être en temps réel. On veut pas attendre 6 mois plus tard, là, puis il n'y a pas d'intérêt. C'est vraiment maintenant qu'on le fait, puis rapidement qu'on avise. Merci beaucoup. Oui, Dr. Desbiens veut ajouter quelque chose. Oui, juste un complément d'information. Cette agilité-là, on va l'avoir aussi, Mme Côté, avant qu'on fasse la confirmation du variant. On a pris contact avec les directeurs de santé publique qui mènent les enquêtes lorsqu'il y a des cas pour que si ceux-ci voient un échec vaccinal, ils puissent nous informer rapidement pour qu'on puisse séquencer le virus en question. On a pris contact aussi avec les médecins cliniciens qui prennent soin des patients qui sont hospitalisés. S'ils ont un cas sévère chez quelqu'un de plus jeune, qu'ils puissent nous en informer et nous transmettre l'information pour qu'on séquence le virus qui aurait été isolé. Donc, l'agilité, on l'a faite aussi avant le séquençage et pas seulement après le séquençage que Dr. Michel Roger vous a bien décrit. Parfait. Alors, prochaine question, François Carabin. Oui, bonjour, merci de prendre mes questions. François Carabin du journal Métro. D'abord, je voulais juste une petite précision sur le séquençage que vous allez effectuer dans les prochains mois. Vous parlez de, si je me trompe pas, 65 000 échantillons analysés. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'échantillons futurs, donc de tests de dépistage effectués dans les prochains mois, ou vous allez analyser des échantillons des mois passés? Non, là, c'est vraiment les prospectifs, les futurs. Alors, tout ce qui rentre, là, à partir du 1er janvier, là, on s'en va de façon prospective. On va les faire parce qu'on veut vraiment identifier ce qui se passe. Ce qui s'est passé antérieurement, on est rendu à 7 000, 8 000 de fait, 7 000, 8 000 qu'on a fait, là. Alors, on a fait cette partie-là, mais il y a moins d'intérêt, là. C'est vraiment l'intérêt, c'est d'arriver à voir ceux qui s'en viennent. Parce que, comme je vous dis, dans le criblage qu'on a fait, on n'a rien trouvé jusqu'à présent. Merci. Et sinon, je voulais revenir sur des propos que le directeur national de santé publique avait tenus il y a quelques mois, là, cet été. Il avait affirmé qu'il y avait 2 souches différentes du coronavirus au Canada et qu'il y en avait un en Colombie-Britannique et un autre au Québec, ce qui aurait expliqué là, les tendances plus élevées de transmission au Québec. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé également à l'INSPQ? Bien, je vais laisser Sandrine répondre à cette question. Oui, bonjour. Je pense que ce que vous faites référence à justement des variants du virus. Donc, assez tôt dans la pandémie, il y a un variant du virus qui est apparu au niveau de la spicule. Et donc, il y a eu un variant D et un variant G. Et il se trouve que le variant D, c'est le variant initial, le variant chinois, et le variant G, c'est un nouveau variant qui est apparu. Et ce nouveau variant G, on soupçonnait que peut-être il pouvait augmenter la transmissibilité. Ce variant G, il a été importé plus massivement au Québec qu'en Colombie-Britannique, où ils ont eu plus de variants D. Et il y avait cette suspicion d'augmenter la transmissibilité, ce qui est un petit peu vrai. Elle augmente un tout petit chouïa la transmissibilité. Mais actuellement, on a 94% des souches qui ont ce variant G. Donc, il y en a eu beaucoup plus qui sont arrivés au Québec et ça s'est diffusé au cours du temps. Mais l'effet sur la transmissibilité est mineur pour ce variant-là. Et sur la sévérité, il n'y a aucun lien avec la sévérité qui a été identifié. Merci à vous. Parfait, merci. Alors, prochaine question, Lauren McCallum. Oui, bonjour, hello. C'est correct en anglais? Si je pose des questions en anglais, oui?
Allez-y, oui, tout à fait. Okay, I just wanted to be clear about one thing that I was hearing you discuss. I'm trying to find my notes here. Well, we'll start with the difference between, you say you've been seeing variants of the virus here in Quebec, but that they're minor. How would you compare the variants, the Quebec variants, to the variants we're seeing in Brazil, South Africa, and the UK? Do you mean the major variants or the minor variants? Well, I think some Quebecers might be surprised to hear that there are already variants in the province. So, and I'll have a follow-up question after that. Well, when I say that we have variant, it means that the viruses are not identical because, as I told you, they could have some mutation. When they multiply, they have some mutation that comes into their genome. So it's by chance, and from one virus to the other one, it's not the same variation that comes in. Okay, so we have different strain that don't have the identical genome. So that's what I call a variant, minor variant. I don't want to be mixed up. It's not a major variant like we have with UK or South Africa. So we have to be clear about that. It's normal, you know, all viruses, when they replicate, you have some mistakes and you have some variants in the virus. So it's not unusual. It's kind of normal for the viruses. I'm not sure if I'm clear about that. So don't panic about that. The virus is different a bit, yes, but it's normal, and they don't have any impact on transmissibility, on and severity of the disease. It's only error in replication in saying that they have some minor differences. That's it. Okay, and just for the sake of English, you mentioned different groups that will be targets of the sequencing as you increase your sequencing capacity. What are some of the target areas you'd like to explore to see or to track variants here in Quebec? And if you can do a précision for me, because I did a translation to English, these échecs vaccination and stuff like that, could you be clearer on what that means? Well, it means that if someone received a vaccine, okay, and 2 or 3 weeks after you receive the vaccine, get an infection with the COVID. So we would expect that maybe the virus that infected this person is resistant to the vaccine, to the antibodies that the vaccine produce. So usually when you inject a vaccine or you do an infection, it takes at minimum 2 weeks to build up your immune system, to be able to kill the virus or to protect yourself from the same virus. Okay, so if you receive a vaccine and 2, 3, 1 weeks or 1 month later you do an infection, so we will sequence this virus to see if the virus that infected this vaccinated person has some variation that would be important to escape the immune response. That's what I mean. Thank you. Okay. Merci beaucoup. Prochaine question, Patrick Belrose. Oui, bonjour à tous. Je vais vous demander... Juste le média, s'il vous plaît, M. Belrose. Oui, pardon, Patrick Belrose, Journal Québec, Journal Montréal. Je vais vous demander, qu'est-ce qu'on fait avec les premiers porteurs du variant qu'on découvre tranquillement? Là, on était rendu à 8 selon ce que vous nous dites tantôt, et on va découvrir quelques-uns dans les prochains jours, je présume. Donc, est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises, j'imagine, pour le traçage, pour contenir la propagation? Pouvez-vous expliquer un petit peu comment on fonctionne? En fait, c'est ça. Donc, nous, on avise rapidement, lorsqu'on identifie un virus comme ça, on avise rapidement la santé publique de la région qu'on a un cas avec le variant. Alors, eux, c'est évident qu'ils vont appeler ce patient-là et ils vont faire ce qu'on appelle le traçage des contacts et des autres gens qui sont infectés dans la famille. Donc, ils vont rehausser vraiment, ils vont s'assurer que les gens suivent les méthodes préventives, c'est-à-dire qu'ils soient confinés, se lavent les mains, ainsi de suite. Donc, ils suivent le plan d'action. Ils vont être surveillés
Nous, on va recevoir des échantillons, par exemple, des contacts familiaux pour vérifier si ces contacts-là ont eu le variant, pour voir l'étendue qui est arrivée par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une intensification, je vous dirais, des méthodes de traçage de cas contacts, de mettre en place des mesures de prévention. Et de notre côté à nous, c'est de screener la famille immédiate pour voir si le mutant n'est pas là. On veut voir l'étendue de ça pour rapidement freiner ça. Donc, puis en complément d'information, puis sachant que ce soit un variant ou un virus non variant, la personne va en guérir et après sa guérison, le virus sera inexistant dans son corps puis il n'y aura plus de risque de transmission. Comme le dit le Dr Roger, les directions de santé publique s'assurent d'identifier tous les contacts qui auraient pu être en contact avec la personne porteuse, puis de rehausser les mesures de prévention pour prévenir la transmission secondaire. Excellent. Hier, M. Brown, en Ontario, coprésident de la table de concertation sur la COVID-19, disait que c'était probable que le variant britannique devienne dominant d'ici le mois de mars en Ontario. Est-ce que vous faites une lecture similaire pour le Québec et qu'est-ce que ça signifie puisqu'on n'aura vraisemblablement pas terminé, on va peut-être pas vacciner la plupart des gens au Québec, clairement. Donc, qu'est-ce que ça signifie si ça se produit? Ben, c'est sûr que du côté de l'Ontario, là, quand on regarde les chiffres, là, eux, là, ils ont une éclosion là, présentement là, avec variant Yoki, ils ont plus de cas, là, ça commence à éclater. De notre côté, on n'a pas de signe encore que ça éclate, là, parce que comme je vous dis, depuis Noël, hein, on en a parlé, on a déclaré nos premiers cas dans le temps des fêtes. C'est une famille de 4. Puis depuis ce temps-là, ben, il y en a 5 qui sont rajoutés, sporadiques. Donc, c'est pas mal tranquille sur notre côté, comme je vous dis, mais il faut suivre ça de près. Est-ce que j'ai pas de boule de cristal? Je ne sais pas comment ça va arriver, puis je ne connais pas non plus l'ampleur de la population qui pourrait avoir ce variant-là. Pour l'instant, on a un échantillonnage de patients qu'on a testés. On n'en trouve pas. On n'a pas de signe indirect que le variant Yoki est là parce qu'on n'a pas d'augmentation rapide de transmission dans certaines régions ou ainsi de suite. Donc, on n'a pas toutes les indications comme en Ontario actuellement. Mais c'est évident que si l'Ontario commence à avoir des choses, c'est sûr qu'on est prêt. Alors, il faut... je ne peux pas dire que ça ira pas au Québec. J'ai pas le bout de cristal, là, mais pour l'instant, on n'a rien qui nous indique qu'on est là pour l'instant. Excellent, merci. Merci. Prochaine question, Henri Ouellette-Vézina. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, monsieur Vézina. Donc, Henri Ouellette du Journal de la Presse. Je voulais revenir sur l'impact des voyages. On a vu M. Legault dans les derniers jours être assez sévère à l'endroit de M. Trudeau, là, qui doit parler d'ailleurs plus tard aujourd'hui sur les voyages. Je ne demande pas de commenter le politique, mais d'un point de vue scientifique, à quel point il devient urgent ou en tout cas pressant dans la situation actuelle de prendre des mesures pour limiter les voyages à l'étranger, en lien avec les variants, bien sûr. Ben, comme j'ai dit tantôt, les variants peuvent venir de voyageurs, mais ils peuvent venir du Québec même. Hein? Alors, je veux dire, il ne faut pas non plus mettre toute la faute sur les voyageurs. Les variants peuvent apparaître, émerger au Québec eux-mêmes, parce qu'on a dit que plus qu'on a de cas positifs, plus que l'infection perdure dans le temps, là, la pandémie perdure dans le temps, tout ça donne des chances au virus, évidemment, de se répliquer, de faire des erreurs et de voir apparaître un mutant qui va s'adapter pour devenir et prendre la place. Donc, il est possible qu'un variant arrive du Québec. Donc, il ne faut pas mettre ça tout sur la cause des voyageurs. Oui, les voyageurs qui s'en vont dans d'autres pays où présentement il y a des éclosions de variants qui sont plus transmissibles, qui l'attrapent, ben, c'est sûr qu'ils peuvent le ramener au Québec. Puis comme c'est un variant qui est plus transmissible, peut augmenter donc transmission à une autre personne. C'est là que nous, il faut intervenir rapidement. C'est pour ça qu'on les cible dans nos tests. On va les cibler pour justement analyser leur séquence et rapidement identifier si on a un variant pour qu'on puisse mettre les mesures de prévention en place qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, la question précédente. C'est ça qui est le plan du projet. Vraiment, en temps réel, rapidement. Excellent, merci. Puis sur les hospitalisations, peut-être vous entendre un peu, je sais que une des inquiétudes de Québec, c'est que si les nouveaux variants se propagent plus, qu'on a soudainement plus de cas,
les hospitalisations se mettent à remonter. Concrètement, ça peut être quoi l'impact d'une augmentation comme on voit par exemple en Ontario, si ça arrivait au Québec? Je sais qu'on n'est pas là, comme vous dites, pour le moment, M. Roger, mais si ça arrivait, ça peut être quoi l'impact sur le réseau de la santé, là, pour bien expliquer aux gens? Ben, c'est sûr qu'un virus qui augmente une transmission de 70 fois, là, en tout cas comme l'Angleterre prétend là, dans leurs statistiques, donc ça augmente le nombre de cas. Et des gens, là-dedans, il y en a qui sont âgés, qui vont être malades, ils vont prendre des hospitalisations. C'est clair que ça a un impact. Mais il faut se rassurer quand même, ce variant-là n'est pas connu pour augmenter la sévérité de la maladie. Il n'est pas connu non plus pour augmenter le nombre de décès. Alors, ça a été bien démontré là, dans les statistiques que les Anglais suivent. Là. On ne voit pas ces tendances-là. On voit qu'ils infectent plus de monde, mais les maladies ne sont pas plus sévères. Mais bon, c'est sûr que s'ils infectent des gens âgés, dénutris, avec des conditions médicales associées, oui, il y a des chances que ça augmente le nombre d'hospitalisations, c'est clair. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. C'est pour ça qu'on s'y intéresse et qu'on veut vraiment les attraper rapidement. La clé ici, là, le message à retenir, c'est de les attraper rapidement pour mettre en place les mesures de prévention pour que ça, faut pas que ça se disperse. Parfait, merci. On va passer à la prochaine question. Olivier Bossé. Bonjour, Olivier Bossé, Journal Le Soleil. Je sais que chaque cas peut être inquiétant, mais c'est quoi la proportion? À quel moment la proportion de variants sur le total de cas devient inquiétant? Ben, écoutez, ça va dépendre le variant, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Est-ce que c'est un variant qui augmente la transmission? Est-ce que c'est un variant qui augmente la sévérité de la maladie? Est-ce que c'est un variant qui échappe à la réponse immunitaire pour les vaccins? Donc, tout est variable, là. Et on va le voir, on va voir les courbes arriver, on va voir notre facteur R qui va augmenter ces transmissions. Donc actuellement, notre facteur R là, pour la transmission est à 0,79 au Québec. Alors, c'est en bas de 1. Ça, c'est intéressant. C'est sûr que quand ça passe en haut de 1, ça devient moins intéressant. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ça à suivre comme évolution. Mais pour l'instant, là, on n'a pas plus d'indications. OK. Pour le 10 %, à quel moment vous comptez être capable d'en tester 10 %, parce que 3 % pour quelqu'un qui ne connaît pas ça comme moi, ça ne paraît pas beaucoup. Oui. Alors là, on a mis un plan de match, on a des partenaires. Donc, les laboratoires qui vont faire du séquençage pour je dirais fin février, là, pour qu'on soit tout installé. Mais progressivement, ça monte. Tous les jours, on monte notre cadence actuellement. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, Raquel Fletcher. Est-ce possible d'activer le micro de... OK, parfait, c'est fait. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, on vous entend. Bonjour. J'ai manqué le tout début de la conférence de presse, alors du brefage, excuse. Alors, si je vous pose une question qui est vraiment simple, je m'excuse, mais hier, le directeur national, Dr. Horacio Arruda, a mentionné que l'échantillonnage était à 3 %. Puis actuellement, c'est à 5 %, puis ça va monter à 10 % sous peu. Mais il n'a pas, c'est parce qu'il est limité dans ses réponses, il n'a pas vraiment expliqué. Pour moi, 10 % c'est minime, c'est pas beaucoup. Puis je pense que je représente la majorité des Québécois qui disent la même chose, 10 %. Est-ce que c'est assez? OK. Alors, 10 % est-ce que c'est assez? Si on regarde présentement dans le monde, ce qui se passe, les autres pays, alors je vous dirais qu'aux États-Unis, là, ils font
1% de leurs spécimens qui sont séquencés. En Angleterre, ils sont à 5-7%. Il y a certains pays qui vont plus que ça, comme par exemple en Australie, ils ont un gros taux de séquençage, mais le nombre de cas est tellement faible dans leur pays, si bien que ça ne représente pas grand-chose. Le Danemark est à peu près 18% qui font. Alors ça, c'est si on se compare. Donc, quand on va passer à 10%, là, on va dans les plus hauts qui vont faire le pourcentage de tests. Moi, je vous dirais qu'un 10% de spécimens avec notre stratégie qu'on a mis en place, c'est-à-dire en plus d'augmenter notre cadence, mais également cibler des groupes à risque qui ont plus de chances d'avoir de variants, les deux ensemble, là, ça va augmenter notre capacité vraiment de trouver des variants. Donc, si tu dis que tu séquences à 50%, mais tu séquences n'importe quoi, bien là, tu as moins de chances. Là, nous, on va cibler certaines populations de patients pour augmenter nos chances. Ça, c'est un point. L'autre point qu'on a regardé aussi, il y a une modélisation qui a été faite par des collègues en Colombie-Britannique pour regarder si on faisait 10%, 20%, 50% de séquençage. Ce qui a été démontré dans la modélisation, c'est que quand on fait 10%, on va aller chercher, on va trouver un variant dans les 30 jours. Si on fait du 20%, ça prend 15 jours. Si on fait du 50%, ça prend une semaine, à peu près. OK. Alors, aller à une semaine, c'est pas vraiment, à 50%, c'est pas vraiment idéal parce que de toute façon, ça prend une semaine de faire le séquençage. Juste l'analyse comme telle, là, recevoir l'échantillon, l'analyser, faire la séquence et faire les analyses de bioinformatique, ça prend une semaine. Donc, 50%, ça ne donne pas rien de plus. Alors, entre 10 et 20%, oui, il y a un gain de 15 jours pour trouver le variant. Donc, ça, c'est des modèles qui disent ça. Donc, c'est un peu, quand tu regardes ça, c'est vraiment des petits chiffres, pas beaucoup de différence. Et le 10% va nous permettre, comme je disais, qu'une population, moi je pense que le plus important, c'est pas non seulement juste le pourcentage, mais la stratégie que nous, on met en place pour cibler des populations à risque. Et je vous avise que cette stratégie-là va être utilisée partout ailleurs au Canada. Alors, les discussions qu'on a eues avec nos collègues des autres provinces, ils vont utiliser notre stratégie. OK. Il y a Dr. Desbiens, je pense qu'il veut compléter juste avant. Okay. Oui, un petit complément d'information, Madame Fletcher, c'est vu que le virus, en se multipliant, va créer des variants, puis comme l'a bien expliqué Dr. Roger dans sa présentation, vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de variants. C'est peut-être des centaines de variants québécois, mais qui ne sont pas d'intérêt parce qu'ils n'augmentent pas la dangerosité du virus. Donc ça, présentement, c'est ce qu'on voit. Puis vu qu'avec toute la pandémie qu'on a sur la planète, il y a 3 variants qui ont été identifiés seulement d'intérêt qui augmentent la dangerosité, de séquencer 50-60% de tous les variants québécois, ça serait pas efficace. Ce qui est efficace, c'est la stratégie que Dr. Roger et les collègues ont mis en place, c'est d'identifier les situations que le variant amènerait comme conséquence et d'identifier rapidement puis d'intervenir rapidement. Comme ça, on va être beaucoup plus efficace pour les identifier, puis ça va être performant et ce modèle-là va être repris par les autres provinces canadiennes suite à des discussions que Dr. Roger a eues avec ses collègues des autres provinces canadiennes. OK, mais en ce moment, on parle au temps futur parce qu'on n'est pas encore rendu à 10%. Alors, quand le directeur, Dr. Arruda, dit on était à 3% jusqu'à récemment, puis maintenant, on est à 5%, puis on a découvert 7 cas de la variante du Royaume-Uni, ces 7 cas-là, c'est pas nécessairement représentatif de ce qu'on a dans la population. Est-ce qu'on doit être inquiet qu'on manque un nombre important de cas parce qu'on teste seulement 3%? Puis vous avez mentionné aussi, Dr. Roger, que vous allez cibler certaines populations. J'imagine que vous voulez dire les voyageurs, par exemple? Oui. Vous avez peut-être manqué ça, là, c'est les voyageurs. Les cas de réinfection,
Donc, on peut se réinfecter avec un variant. Hein? On a fait une première infection, on a développé un système immunitaire, on a combattu le virus et on se fait réinfecter. Ça se peut que ce soit un variant qui apparaît là parce qu'il va échapper à la réponse immunitaire initialement. Fait ça, des cas de réinfection, c'est un cas qui est à risque d'avoir un variant. Les échecs vaccinaux, c'est un cas qui est à risque d'avoir un variant. Dans les éclosions, lorsqu'on a des éclosions avec des super transmetteurs, il pourrait avoir un virus là, vraiment là, qui est très, très transmissible. Donc, on va faire ça aussi. L'autre que j'ai mentionné... Mais j'imagine que... Mais en fait, il ne faut pas dédoubler les sous-questions non plus, Mme Fletcher, parce qu'on a encore beaucoup de questions. Je veux juste préciser ma question parce que c'est une fois qu'on est rendu à 10%, on peut voir le nombre de cas des variantes augmente de 7 à je ne sais pas combien de cas. Est-ce que ça peut vraiment augmenter? Est-ce qu'on devrait être inquiet que on teste pas assez puis on va voir une grosse augmentation de cas de variantes? Bien, comme je vous dis, là, je l'ai dit tantôt à cette réponse-là, j'ai dit présentement, il n'y a aucun signe là, qu'on est attaqué par des variants, là, autant au niveau de la sévérité ou de la transmissibilité. Quand on regarde nos statistiques, nos patients, il n'y a aucun signe. Puis, notre méthode qu'on a actuellement, qui n'est pas encore parfaite, là, qui est la capacité qui va augmenter, là, présentement, on a trouvé seulement 7 cas. Donc, on n'est pas inquiet pour l'instant. L'important, c'est vraiment d'augmenter notre capacité, de cibler des populations pour aller chercher ces patients-là, et surtout d'agir rapidement lorsqu'on trouve pour bloquer justement la transmission. Et ça, c'est en agissant avec nos collègues de santé publique qui vont faire leurs interventions de santé publique et à la population de suivre les recommandations de la santé publique pour s'isoler. Et c'est là que la collaboration de la population va être très importante. S'il vous plaît, mettez ça dans vos papiers quelque part. Très important parce qu'on voit des messages actuellement où les gens, là, ils laissent de plus en plus là, les méthodes de prévention, les confinements, les ci, les ça. Il va falloir qu'on renforce. S'il y a des variants qui arrivent, il va falloir qu'on se renforce nos confinements. Donc, c'est très important. Si tout le monde se tient par la main et suit les recommandations, on va y arriver. Parfait, merci. Alors, il nous reste un peu plus de 10 minutes et on a encore quelques questions. Donc, on va passer à la question de Philippe Autier. Bonjour, Monsieur Autier. Morning, I'm here. Yes, can you hear me? Dr. Raja, I just wanted to pursue on that question of catching the variants before they get out of hand, which is what you're saying is your strategy. Historically, what are the chances, or what are the odds that with all these procedures you will catch it before it gets out of control? Well, historically, we don't have any history with the COVID-19, so it's all new for us. So what we see is what we have in other countries, what we see in UK, and in other countries where they have some variant that increase transmissibility. So it can go fast. But now we know that it can happen. So that's why we're putting this plan together to act fast and hoping that we will stop it when it comes to Quebec. Because you know people in UK, they saw the first variant in September. They saw that they had, the PCR was not working well. They had some a target that was not amplifying. So they say, what's happening? They sequenced, they saw that variant, and they were looking at it. And after all, it came up and increased the transmissibility and everything. So now we know that we have to be very careful when we see this. So what we do is for my part, all my colleagues around Quebec, medical microbiologists that supervise the lab and see patients, they are aware of that. So we ask them, if you see something that is not normal in your PCR testing in the number of patients, just tell us that we will do the sequencing. So everybody is aware right now of the variant. So together we have to be very careful, and when we see something like that, we act fast. We don't just look and wait. We act fast because we have experience from other countries.
The reason I ask that is because when I get my flu shot every year, it's usually, from what I understand, based on the flu of the previous year. Yeah. But what you're saying is your process here is much faster than the conventional strategy against the flu virus. Yeah, because all the actors work together. I mean, you know, the physician with the patient in the hospitals and in the clinics, they know about it. They will send us the sample of the patient. We will sequence rapidly. We will inform public health authorities to do their intervention. So everybody is linked. Everybody knows about that. I wrote a letter across Quebec. Everybody knows what we are doing, and they are keen to work with us. So, I mean, the best we could do. I mean, we will work together to do it fast, and we'll see what happens. You know, we don't have anything else, you know, than that. Thank you. Merci. En fait, on a une question qui est revenue dans le chat, donc je voudrais peut-être partager l'information pour que tout le monde puisse avoir la même information, justement. Donc, oui, vous êtes autorisé à citer les intervenants et à les nommer dans vos reportages ou écrits ou électroniques. Alors, on va passer à la prochaine question de Monique Baudin. Yes, hi, do you hear me? Oui, on vous entend. Okay, hello. It's Monique Baudin from the Montreal Gazette. I just have a question. I was wondering, can you tell us more about the 8 or 9 cases of the British variant now that has been confirmed in Quebec? Are they all related to travel? In what parts of the province are they? Have you seen transmission amongst family or the greater community related to these cases? Thank you. Can I talk about it, François? Well, yes, yes, you can talk about it. You can confirm that we are up to 8 cases by now. Okay, so right now we have 8 cases that we found. There was one family at the beginning in December. It was a student that came from England. She was studying there, and she came back home for Christmas, and she came with a gift that she gave to her mother, sister, and father. They were all 4 of them infected. And it stayed like this. After that, we had no individual case, the case that were not related. We had some cases that came from other countries, but we didn't see secondary case so far for that. So for the 2 new cases that we have today, I don't have the information right now because we just advised public health that we had new case, and they will you know, call them and work with to obtain the information, but I don't have the information right now. Could you, just as a follow-up, could you tell us what other countries the other cases came from? So the first family, that was a student from England, but you mentioned other countries that some of the other cases. Could you tell us what countries those people had been to? Sandrine, do you remember? I think it was Albany. Albany. Okay, thank you. Merci. En fait, Dr. Roger, dans le chat, on a reçu une demande d'un journaliste qui demande de répéter la réponse en français. La première réponse. Oui. Alors, jusqu'à présent, là, nous avons eu 8 cas confirmés de coronavirus, COVID d'Angleterre. Les premiers 4 cas, c'est une famille, c'est une jeune fille qui revenait d'études en Angleterre pour le retour pour les fêtes. Et elle a infecté sa sœur, sa mère et son père. Son père vivait en Estrie et sa mère et sa sœur vivaient à Montréal. Donc, elle n'a pas suivi les consignes. Elle devait s'isoler avant d'arriver à la maison. Alors, il est clair que vous voyez ce qui arrive quand on ne suit pas les consignes. Elle est allée voir son père en Estrie. Elle a infecté son père également en Estrie. Donc, quand je disais tantôt, c'est important de suivre les consignes de la santé publique. On ne pourra pas les répéter à cette fois. On n'aurait pas eu cette mini-éclosion-là dans la famille si elle aurait suivi des consignes. Ça, c'est les premiers cas. Par la suite, on a eu d'autres cas de façon individuelle de patients. Certains ont voyagé, d'autres que je n'ai pas encore les informations. Les 2 derniers, on n'a pas les informations puisqu'on vient de les trouver ce matin
et on vient d'envoyer à la santé publique les cas. Ils vont faire une investigation, ils vont les appeler et on aura les renseignements plus tard et ils vont faire le traçage des contacts, ainsi de suite. On a eu un cas un petit peu antérieur qui venait d'un pays d'Albanie, mais je n'ai pas vraiment d'autres informations pour l'instant. Parfait, merci. Alors, on a pris toutes les premières questions. Il y a M. Louis Lacroix qui a une autre question. Alors, vous pouvez passer la parole à Louis Lacroix. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des chèques vaccinales. Bon, on a vu que, entre autres en Israël, où on a vraiment fait une étude sur l'efficacité du vaccin de Pfizer, que le taux d'efficacité peut être plus bas que ce qu'on croyait. Est-ce que au Québec, vous avez des données sur l'efficacité maintenant là, qu'on a quoi autour de 230 000 personnes qui ont été vaccinées, si je ne m'abuse là? Est-ce qu'on a une idée de l'efficacité du vaccin en ce moment? Mais je ne sais pas si cette question peut être répondue vu que c'est pas vraiment en lien avec. Non, je m'excuse, c'est en lien direct parce que c'est le variant peut aussi avoir une. Sauf que les panélistes n'ont probablement pas la réponse à cette question. Est-ce que vous l'avez? Ben, s'ils l'ont, laissons-les répondre. Malheureusement pas, je n'ai pas la réponse à votre question, M. Lacroix. Mais M. Lacroix, si vous voulez, vous pouvez nous appeler nos relations médias et on pourra vous mettre en contact avec un expert qui pourra vous répondre. Merci. Alors, je crois que ça fait le tour des questions. Je ne vois plus de main levée. Ah, il y a une deuxième question de Claudie Côté. Ce sera probablement la dernière parce qu'il reste juste 3 minutes. Allez-y. Non, c'est seulement une précision, là, parce qu'on voit dans le chat aussi, il y a quelqu'un qui a posé la question sur le nombre de cas, parce que vous avez dit, bon, quand vous faisiez la description de la personne qui est allée en Angleterre, qui est revenue, c'est un peu mêlant, là. On est rendu à 8 cas de variante en anglais ou 10? Non, on a 8 cas de variants prouvés. La première famille de 4. Donc ça, c'est au mois de décembre. Ça, c'est ce que j'ai parlé de la jeune fille qui revenait d'études en Angleterre, qui a contaminé sa soeur, son père et sa mère. Donc, ça fait 4 en tout. Et par la suite, on a d'autres cas indépendants. On a de ceux-ci, il y en a un qu'on sait qui a voyagé en Albanie. Sinon, les autres, on n'a pas encore les informations, puisque les 2 derniers cas qu'on a trouvés, on les a trouvés ce matin. Et on a envoyé donc des informations aux directions de santé publique pour qu'ils puissent faire leur investigation, leur enquête pour récolter les données. Donc, juste vite, là, je ne vais pas vous tarder. Si on suit ce que vous avez dit, ça fait que la personne qui a infecté sa famille, c'est le seul cas qu'on a où il y a eu transmission. Les autres, c'est un cas détecté, mais il n'y a pas eu de transmission. À date prouvée. Effectivement, vous avez raison, c'est le seul groupe, le petit groupe on a vu une transmission secondaire. Pour les autres, on n'a pas encore de données de transmission secondaire. Les investigations sont en cours. Il y a des patients de la famille qui ont été ciblés. On devrait recevoir des échantillons pour les analyser également. Et Dr. Desbiens souhaite compléter? Mais c'est tout simplement pour renchérir sur un point que Dr. Roger a dit plus tôt. Si un variant d'intérêt se manifeste chez une personne et que celle-ci respecte les consignes d'isolement de 14 jours suite à son infection, cette personne-là ne la transmettra sa souche variante à personne et cette souche-là va mourir là parce qu'elle va être guérie, elle va être tuée par les anticorps du patient. Ça vient renchérir sur le message de l'isolement pour les personnes qui sont malades et du respect de l'isolement pour les contacts étroits de toutes les personnes qui sont en contact avec un cas de COVID. Parfait, merci. En fait, je veux juste que peut-être que vous apportiez une précision à une information que j'ai vue circuler dans le chat. Je pense qu'il y a confusion par rapport au nombre de cas. Il y a des gens qui se demandent est-ce que c'est 8 cas plus 2 nouveaux. Je pense que c'est vraiment les 2 nouveaux font 8 cas à ce jour, mais peut-être préciser. C'est vraiment 8 cas en tout. Donc, il y en avait 6 récemment, il y en a 2 nouveaux ce matin. Parfait. Puis,
Je crois que ça faisait le tour. Il est vraiment 10h30. Je vois encore 2 mains levées. Je ne sais pas si vous acceptez qu'on fasse un petit écart et qu'on prenne les questions. Est-ce qu'on a le temps? Oui. OK. Alors, François Carabin, allez-y. C'est vraiment une toute petite précision, là. C'est bien 8 cas du variant britannique. Oui. Oui. Merci. C'est pas le variant sud-africain, c'est pas le variant brésilien, c'est le variant d'Angleterre. Et on n'a pas de variant autre que Angleterre au Québec. Voilà, donc je pense que ça aura fait le tour, ça va boucler la boucle. Je vous remercie à vous, nos 3 panélistes, pour cette présentation. Et je vous remercie aussi tous les journalistes pour leur présence et pour leur participation active, votre participation active en posant des questions. Alors, n'oubliez pas que la présentation sera disponible sur notre site web. Le lien est déjà dans le chat si vous voulez y accéder. Puis, je vous rappelle aussi que si vous souhaitez obtenir une entrevue, que ce soit sur la présentation actuelle, mais aussi sur des questions parallèles, vous pouvez communiquer avec notre service de relations médias. Les coordonnées ont été placées dans le chat, mais vous les connaissez déjà puisque vous communiquez avec nous régulièrement. Alors, merci encore une fois et à la prochaine.